Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, je suis désolée de ne pas être avec vous. Je suis malade, donc je vous épargne mes microbes et je reste en visio. J'espère que vous m'entendrez bien. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on déroule la présentation avec Antoine, parce que du coup, on va intervenir tous les deux sur production et valorisation des porcs mâles non castrés et quelles pistes possibles en production biologique et que vous nous posiez les questions à la fin. On a prévu un petit temps de questions. Donc, ce que je vous présente, c'est issu du projet CASDAR Farinelli, donc, qui est un projet qui s'est terminé au mois de mars 2024, qui a duré un peu plus de 3 ans et demi, et dans lequel on a pu acquérir des premières données sur cette question de l'élevage de porcs mâles non castrés en bio. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question déjà? Donc l'élevage de porcs mâles non castrés, en France depuis le 1er janvier 2022, la castration à vif des porcelets est interdite et donc il y a un nouveau protocole de castration avec une anesthésie, qu'elle soit locale ou générale, et une analgésie qui est autorisée uniquement avant 7 jours d'âge pour les porcelets. Ce qui n'est pas toujours évident à mettre en place pour les éleveurs bio, notamment pour ceux qui vont être en plein air. Et donc, l'agriculture biologique, elle a quand même un objectif de garantir un niveau élevé de bien-être animal. Et donc, ça peut paraître cohérent de supprimer cette étape de castration qui peut rester douloureuse malgré ces anesthésies et analgésies. Et il y a également un gros manque, enfin, en tout cas, avant le début du projet, il y avait un gros manque de références sur l'élevage de porcs mâles non castrés en bio. Donc, en fait, ce projet a été monté notamment parce qu'il y avait une nécessité de se concentrer sur l'élevage de porcs mâles non castrés en contexte bio spécifiquement dans les projets de recherche. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de l'élevage de porcs mâles non castrés? Donc, je suis désolée, j'ai oublié des lettres. C'est une synthèse des résultats des projets réalisés majoritairement en élevage conventionnel, donc un peu une synthèse des données qu'on avait avant le début du projet. Donc, le premier point positif, c'est que ça permet un arrêt de l'intervention chirurgicale qui est la castration. Ça permet également une meilleure conversion alimentaire, donc un meilleur indice de consommation et une réduction des rejets azotés, parce que du coup, l'assimilation de l'alimentation se fait différemment pour les porcs mâles non castrés. Euh, il y a quand même, malgré les avantages, quelques risques, notamment le risque de comportement délétère entre les animaux. Donc, les porcs mâles non castrés, c'est des animaux qui sont plus agressifs que les porcs mâles castrés ou les femelles, et donc qui nécessitent d'adapter la conduite d'élevage. Donc, il y a vraiment une vigilance accrue et une adaptation de certaines pratiques à mettre en place en élevage. On en reparlera un petit peu plus tard. Un autre avantage, c'est que ça permet d'avoir des carcasses plus maigres et donc un meilleur TMP. Et ce qui, notamment en filière porc bio, peut impacter la rémunération de la carcasse. Et un autre des inconvénients, du coup, c'est le risque d'odeur désagréable au moment de la cuisson de la viande. Donc, on va pas mal en parler de ce risque d'odeur. Et ça nécessite en fait de détecter et de trier les carcasses à l'abattoir pour pouvoir les utiliser à bon escient. Pardon. Donc, il y a une nécessité de mieux connaître les avantages de l'élevage de porcs mâles non castrés pour pouvoir en profiter au mieux, en fait, et également mieux connaître les inconvénients pour pouvoir les réduire, voire les limiter au maximum. Du coup, si on fait un focus sur les odeurs désagréables, je vous ai parlé de risque d'odeur de la viande. Et donc, le risque d'odeur de la viande de porc mâle non castré, il est principalement dû à deux molécules qui sont l'androsténone et le scatol. Donc, l'androsténone, c'est une molécule qui est synthétisée au niveau des testicules des porcs mâles non castrés et qui est stockée dans les tissus gras. Donc, présente cette molécule très majoritairement du coup chez les mâles non castrés et vraiment très limitée au niveau des mâles castrés. La deuxième molécule, c'est le scatol. Donc là, c'est une molécule qui est synthétisée dans l'intestin et qui est stockée au niveau des tissus gras. Donc en fait, le scatol peut être présent également chez une femelle ou chez un mâle castré, mais dans des quantités vraiment moindres. En fait, le fait que le mâle soit non castré, ça va limiter la dégradation du scatol dans l'organisme du porc.
Donc, je vous parle de ces deux molécules, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir la sensibilité des consommateurs par rapport à ces molécules. Parce que si on avait un taux important d'une de ces molécules, mais qu'en fait, il n'y a pas de sensibilité de la population, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. Là, par contre, on a quand même, au niveau de la population française, la quasi-totalité des consommateurs qui sont sensibles à l'odeur et au goût provoqués par le scatol. Et par contre, il y a vraiment une partie des consommateurs donc, qui n'est pas facile à déterminer hein, le pourcentage de consommateurs, c'est pour ça que je vous inscris une partie, qui n'est pas ou peu sensible à l'androsténone. Donc, il y a une sensibilité plus ou moins importante, pas forcément évidente à déterminer, et qui va varier selon la carcasse, donc si elle est plus ou moins odorante, également selon le type de produit, selon le type de cuisson. Donc en fait, il y a plein de facteurs qui vont pouvoir influer sur ce risque d'odeur et donc sur ce risque de rejet de la viande de porc mal non castrée par les consommateurs. Donc, en vous disant ça, je pense que vous voyez que c'est absolument essentiel que les carcasses odorantes, elles soient identifiées sur la chaîne d'abattage pour qu'on puisse les utiliser à bon escient et qu'il n'y ait pas d'impact au niveau de la consommation. Du coup, ces odeurs désagréables potentielles, elles sont liées à différents facteurs. Donc, si on se concentre d'abord sur le scatol, la concentration en scatol dans les tissus gras, elle va être liée notamment à l'environnement, parce qu'il peut y avoir une absorption du scatol par la peau des animaux, donc c'est-à-dire, pardon, il y a à la fois la propreté de la case en général, donc de ne pas avoir de la paille souillée, etc. Et il peut également y avoir une absorption au niveau pulmonaire, donc un renouvellement d'air qui soit suffisant, des bâtiments qui sont bien ventilés. Il y a également un impact de l'alimentation, avec l'apport de fibres, du coup, qui peut réduire le risque de concentration importante en scatol, et de l'état de santé. S'il y a des diarrhées, par exemple, ça va augmenter le risque. Il y a également un impact un petit peu moindre de la génétique. Sur la molécule qui est l'androsténone, il y a un impact important de la génétique sur le stockage de ces molécules-là. Il y a des génétiques sur lesquelles il va y avoir une tendance à avoir une production et un stockage d'androsténone plus important que pour d'autres. Il y a un impact également de l'âge et du poids à l'abattage, du statut hiérarchique des animaux et de l'environnement. Là, c'est notamment en lien avec la lumière. Et donc, pour l'élevage bio, en lien avec les saisons et la durée d'éclairement. Et il y a également, s'il y a une concentration importante en androsténone dans une carcasse, il y a de grandes chances que la concentration en scatol soit élevée également. Il y a un lien entre les concentrations de ces deux molécules. Donc, si on reste sur ces odeurs désagréables, comment est-ce qu'on les identifie aujourd'hui en France? Dans les abattoirs, il y a une méthode qui a été développée qui s'appelle la méthode sans malo, qui a été développée par l'IFIP et Unipor. Au lancement du projet, elle n'était pas disponible pour qu'on puisse l'utiliser dans le cadre des tests. Donc en fait, c'est une méthode qu'on a utilisée qui est très proche, mais qui n'est pas exactement la méthode officielle. Donc si vous comparez à vos bordereaux d'abattage, les notes ne correspondent pas, quoi. Donc, pour cette méthode, on a trois étapes. La première, c'est un chauffage du gras au niveau du cou de la carcasse, donc avec un chalumeau. La deuxième, c'est un opérateur, donc comme on voit sur la photo, qui va sentir la carcasse et qui va attribuer une note. Et la troisième étape, c'est la valorisation de la carcasse en conséquence. Et donc, dans le cadre de ce projet Farinelli, on a établi une échelle de trois notes. Donc, la note 0, c'est l'absence d'odeur de pardon, j'ai laissé mal, ME pour mal entier, mais de mal non castré. Et la note 1, c'est une odeur douteuse de mal non castré. Donc là, c'est une incertitude en fait de l'opérateur sur l'état de cette carcasse-là. Et la note 2, c'est une carcasse qui est clairement odorante. Donc cette méthode, donc la méthode qu'on appelle la méthode du nez humain que je viens de vous présenter, elle a à la fois des avantages et à la fois des inconvénients. Donc au niveau des avantages, c'est une méthode qui est facile à mettre en œuvre en abattoir avec, je suis désolée, il y a encore une faute de frappe, un résultat qui est disponible immédiatement, une bonne détection des carcasses qui sont très odorantes. Donc, c'est-à-dire qu'une carcasse qui est vraiment très odorante, il y a peu de chances qu'elle passe à la trappe. Par contre, voilà, il y a les carcasses qui sont moins odorantes, il y a plus de risques. C'est une méthode qui est peu coûteuse, qui nécessite la formation d'opérateurs, mais qui ne nécessite pas de machines qui peuvent être très coûteuses. Et c'est une méthode qui est en amélioration continue. Par contre, il y a également des inconvénients pour cette méthode, même si elle s'améliore au fur et à mesure du temps, hein. Notamment avec la méthode sans malo, il y a déjà une amélioration par rapport à celle que nous, on avait mise en place.
Donc, malgré la sélection, une formation et un suivi des opérateurs, ça reste des êtres humains qui font cette évaluation et donc il y a une part de subjectivité dans la notation. Il y a certaines carcasses odorantes qui peuvent ne pas être détectées, notamment si elles sont assez faiblement odorantes, et ça nécessite la mise en place de formations et de contrôle continu auprès des opérateurs. Donc voilà, en gros, pour l'introduction et le pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet et les principales bases qu'il fallait poser avant de pouvoir commencer vraiment à vous présenter nos résultats. Donc là, je vais vous présenter un petit point sur les caractéristiques des carcasses de porc mâle non castré. Parce que dans le cadre de ce projet Farinelli, on a mis en place un observatoire de 6 élevages produisant des porcs mâles non castrés en bio. Et donc, on a 6 élevages qui ont été suivis pendant un an, avec comme objectif d'évaluer les performances techniques et la prévalence de porcs mâles non castrés odorants en élevage bio. Euh, à savoir que ces 6 élevages, ils n'ont pas été choisis au hasard. On a quand même choisi, c'était les premiers essais en bio, on a choisi des élevages pour lesquels les pratiques permettaient plutôt de limiter l'apparition d'odeur dans la viande. Donc, on a collecté différents types de données à l'abattoir, le poids carcasse, le TMP, la note de nez humain. Et il y a également un prélèvement de gras qui a été fait sur une partie des carcasses pour aller faire un dosage des concentrations en scatol et en androsténone dans le gras. Donc, dans le cadre de cet essai, on a suivi, comme je vous disais, 6 élevages. On avait un objectif de suivre au moins trois lots par élevage, donc 3 bandes séparées dans le temps, euh, pour pas se concentrer en fait uniquement sur un lot. Et on avait également fait un suivi tout au long de l'année pour rechercher un impact de l'effet saison potentiel. On a suivi du coup un nombre de porcs allant de 74 porcs pour l'élevage 6 à 258 porcs pour l'élevage numéro 2, ce qui nous fait un total de 849 porcs suivis. Donc, ce qui commence à être un échantillon assez intéressant. Donc, si on regarde les principaux résultats techniques sur ces carcasses, au niveau du poids carcasse des différents élevages, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une grande variabilité entre les fermes. Donc là, ce petit graphique, vous pouvez voir, ça représente les élevages 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le chiffre que vous voyez au milieu, c'est la moyenne du poids carcasse. Et la ligne jaune, pardon, c'est la moyenne de l'échantillon. Donc la moyenne de tous les porcs qu'on a pesés dans le cadre de ce suivi. Donc il y a une variabilité entre les fermes qui est quand même importante parce que on voit que pour l'élevage 1, on a un poids carcasse qui est autour de 90 kg, alors que pour l'élevage 4, on est plutôt à 99, donc il y a quand même 10 kg de différence. Ça reste tout à fait raisonnable et en cohérence avec les attentes des acteurs de la filière. On a du coup aussi 84% des porcs abattus qui étaient abattus avant 210 jours d'âge, mais une variation assez importante entre les fermes avec certains élevages qui abattaient en moyenne à 178 jours et d'autres à 209 jours. Donc ce qui peut, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir un impact sur le risque d'odeur. Si on s'intéresse maintenant au TMP, excusez-moi. Donc le TMP moyen en fonction des élevages, on a le même type de graphique ici avec les élevages 1 à 6. Les chiffres au milieu des barres vertes, c'est aussi la moyenne du TMP des élevages, la barre jaune correspondant toujours à la moyenne de l'échantillon. Et on a également une variabilité qui est présente ici avec le TMP le plus faible qui est autour de 59,2, alors que le TMP le plus élevé en moyenne atteint 60,7. Donc ça reste des très bons TMP pour un élevage de porc bio et qui correspondent tout à fait aux attentes des acteurs en filière organisée. Si on se concentre maintenant sur la note de nez humain, donc évaluée par les opérateurs en abattoir comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur ce graphique, vous avez en vert le pourcentage de carcasses qui ont été notées 0, donc considérées comme non odorantes à l'abattoir. Donc on voit que ça varie entre 93,4%, non pardon, 91,5% et 97,4%. Donc ce qui reste des résultats intéressants, hein. Et en jaune, tout en haut, c'est du coup le pourcentage par élevage de carcasses qui ont été considérées comme soit comme odorantes, donc notées 2, clairement, il n'y a pas de doute, c'est des carcasses qui sont
qualifiées d'odorantes, ou soit notées 1, donc des carcasses qui étaient considérées comme douteuses par les opérateurs. Donc, en moyenne, si on regarde sur tout cet échantillon, on a 95% des porcs qui sont considérés comme non odorants et seulement 1,4% qui sont clairement identifiés comme odorants. Donc noté 2. Par contre, on voit qu'il y a quand même une différence en comptant tous les porcs pour lesquels il y avait une incertitude. Il y a une variabilité entre les élevages, ça on peut le voir sur le graphique, mais il y avait aussi une grosse variabilité présente entre les lots, même au sein d'un élevage. Et donc il y a plein de facteurs de variabilité qui sont possibles ici, notamment la saison, l'âge à l'abattage, les quantités de paille utilisées, etc. On avait des élevages avec des pratiques différentes, et donc forcément ça a un peu influencé ces notes de nez humain. Si on se concentre maintenant sur le pourcentage de carcasses euh, odorantes selon les concentrations, cette fois en androsténone et en scatol, donc comme je vous ai dit, sur une partie des carcasses, donc c'était pas 100% des carcasses, hein. On n'a pas pu faire sur 100% des animaux, simplement parce que les dosages, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Donc je vous ai pas mis exactement le nombre de porcs sur lesquels on a fait des dosages, mais je peux vous le retrouver. On est au total sur 849 carcasses et il me semble qu'on a des dosages qui ont été faits sur à 500 et quelques carcasses. Donc on a évalué le pourcentage pardon, les concentrations en androsténone et en scatol des différentes carcasses. À savoir que c'est pas si facile en fait de déterminer quand on a les concentrations à partir de quand est-ce qu'une carcasse est odorante ou non. Donc on s'est basé sur des seuils établis dans la bibliographie mais qui peuvent être discutables. On a considéré donc en jaune sur le graphique qu'une carcasse elle était odorante ou douteuse à partir du moment où la concentration en androsténone elle était supérieure à 3 microgrammes par gramme de gras pur. Donc ça c'est défini en fait selon les papiers scientifiques et ou qu'elle est avec une concentration en scatol supérieure à 0,15 microgrammes par gramme de gras pur. À savoir qu'une carcasse, elle est odorante soit parce qu'elle dépasse le seuil en androsténone et en scatol, soit parce qu'elle dépasse le seuil uniquement pour l'androsténone ou uniquement pour le scatol. Et donc là, ce qu'on peut voir sur le graphique, toujours réparti en fonction des élevages, c'est qu'on a un pourcentage de carcasses odorantes ou douteuses qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a vu juste avant. Et du coup, en vert, on a le pourcentage de carcasse qui est considéré comme non odorante. Donc beaucoup plus élevé et très variable selon les élevages. Donc ça peut poser question sur les méthodes actuellement utilisées, ça peut poser question sur les seuils qu'on a utilisés là dans le cadre de ce graphique-là. En tout cas, par rapport à la méthode que nous, on a utilisée à l'abattoir, il y a encore une marge d'amélioration pour évaluer les carcasses odorantes. En, En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, l'élevage de porcs mâles non castrés, ça demande une surveillance accrue de la part de l'éleveur, enfin vraiment plus importante que d'habitude, notamment parce qu'il faut être très vigilant aux premiers signes d'agressivité possibles au sein des groupes de porcs mâles non castrés. Ça demande aussi des conditions d'élevage qui soient adaptées. Par contre, ça permet d'avoir des résultats techniques qui sont intéressants en termes de poids carcasse et de TMP. Très probablement aussi sur l'indice de consommation, mais ça, on n'a pas pu le tester, nous, dans le cadre de ce suivi. Une grande variabilité du pourcentage des carcasses odorantes selon les élevages et selon les bandes, donc un focus à avoir sur les bonnes pratiques d'élevage, et du coup des difficultés également de notation des carcasses en routine avec cette méthode du nez humain, d'autant plus qu'il y a une problématique en agriculture biologique qui est que le prix de la viande est plus élevé, donc il y a potentiellement des attentes consommateurs aussi plus élevées sur ce sujet-là. J'enchaîne avec les recommandations pour l'élevage de porcs mâles non castrés. Donc là, vraiment, en gros, techniquement, comment on fait pour élever des porcs mâles non castrés? On n'a pas encore toutes les billes, mais je vais vous en présenter quelques-unes. Donc les recommandations que je vous présente là, elles s'appuient à la fois sur la bibliographie et les projets passés, sur les expérimentations mises en place dans le cadre du projet Farinelli dont je vous parle depuis tout à l'heure et d'un projet européen qui s'appelle le projet PILO, et de l'expérience des 6 éleveurs qu'on a suivis pendant un an. Donc, j'ai essayé d'être assez synthétique sur les recommandations. Si on commence par le logement, ce qui est essentiel, c'est de limiter l'agressivité et les comportements sexuels, donc de limiter les montes en fait de la part des porcs mâles non castrés. Et donc pour ça, il est nécessaire donc déjà de séparer mâles et femelles à l'entrée en engraissement.
mais également d'essayer de regrouper les porcs par porc qu'on a appelé familiers à l'entrain d'engraissement, donc c'est-à-dire si possible de garder ensemble des porcs mâles non castrés qui étaient au sein de la même portée, etc., dans lesquels en fait il y a déjà une hiérarchie qui s'est établie entre les animaux et donc qui va limiter les combats lors de la mise en groupe. Il y a également une mise en place de zones de fuite ou de zones refuge. Donc là, par exemple, ajouter une botte de paille derrière lesquelles les porcs peuvent se cacher, etc. Et qu'en cas d'agression, ils aient la possibilité de s'éloigner de l'animal agressif et ou de se cacher. De maintenir des groupes stables. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment un impact de la hiérarchie sur cette agressivité des animaux. Et donc, plus on va les laisser avec des autres porcs qu'ils connaissent déjà, moins ils vont avoir tendance à avoir besoin de rétablir une hiérarchie et donc d'agressivité. Et également une possibilité d'isoler des animaux. Donc là, avoir suffisamment de place pour pouvoir isoler des animaux si jamais il y en a qui posent trop de problèmes ou si jamais il y en a qui ont été blessés. Sur la partie conduite d'élevage, pour réduire les risques d'odeur, il y a une vigilance à avoir sur la génétique. Donc là, je parle avec un peu des pincettes parce qu'on sait qu'il y a des génétiques qui sont plus favorables à la réduction du risque d'odeur, mais il y a aussi beaucoup de génétiques sur lesquelles, à ce stade, on n'a pas l'info. Donc on sait que d'avoir un mâle piétrin et une femelle large white landrace, c'est plutôt favorable. D'avoir un paillage régulier des cases, en moyenne, ce qu'on a estimé, c'est qu'il faut prévoir au moins 95 kilos de paille par porc au cours de tout le cycle d'engraissement et un abattage le plus léger et ou le plus tôt possible tout en restant en accord avec les attentes du marché. Donc il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là. Enfin, sur l'alimentation, ce qui est important, c'est de réduire le risque de scatole, donc qui est lié à l'alimentation, et limiter la compétition. Donc, la distribution de fourrage grossier et d'aliments riches en fibres permet de réduire le stockage de scatole chez les porcs mâles non castrés. Il y a également un intérêt d'un point de vue alimentaire à conduire les porcs mâles non castrés de façon quasi libérale parce qu'en fait, ils vont gérer eux-mêmes leur ingestion alimentaire, mais leur consommation, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de les rationner en fin d'engraissement. Ils vont le faire tout seuls. Prévoir suffisamment de longueur d'auge et de nombre de nourrisseurs pour limiter du coup la compétition au moment de l'alimentation. Et même sujet pour les dispositifs d'abreuvement et s'assurer d'avoir un débit d'eau suffisant. Parce que si on a suffisamment de points d'eau, mais que le débit ne suit pas, ça ne va pas résoudre le problème. Pardon. Concernant le départ à l'abattoir, ces animaux-là, ils ont une conformation qui est différente. Donc, ça demande une vigilance de la part de l'éleveur cette fois-ci. C'est conseillé pour les éleveurs qui se lancent dans l'élevage de porcs mâles non castrés de peser les porcs lors du tri avant l'abattage. Parce que du coup, la conformation varie et donc c'est pas forcément facile à l'œil de savoir quel porc envoyer à l'abattoir. De prévoir 3 kilos de poids vif de plus pour obtenir le même poids carcasse et de faire attention à la propreté du coup des animaux lors du départ. Donc ça peut être intéressant de pouvoir doucher ou brumiser les porcs dans le local de stockage avant le départ. Et le transfert au niveau du local de stockage, normalement, il se fait vraiment minimum 6 heures avant le départ des porcs et dans l'idéal 12 heures avant. J'ai essayé d'être assez rapide et assez succincte sur les principales recommandations techniques, à savoir qu'il y a pas mal d'outils qui sont disponibles suite à ce projet. Donc, il y a un outil d'autodiagnostic des pratiques, donc vraiment destiné aux éleveurs de porcs qui veulent voir en fait, comment ils se situent par rapport à l'élevage de porcs mâles non castrés. Pardon, voir s'ils sont plutôt prêts ou non. Et des fiches techniques qui récapitulent les principales infos que je viens de vous dire et qui peuvent donner des repères sur l'élevage de porcs mâles non castrés en bio. Donc, tout ça, c'est disponible sur le site de Produire Bio. Et je vais te laisser enchaîner, Antoine. Ok, merci Sarah. Donc là, je change de casquette. Tout à l'heure, je représentais la commission de l'Interbev. Et donc là, c'est notre présentation au titre de Four et Bio, Fédération des groupements de producteurs 100% bio. Ah bah du coup, c'est là. C'est Sarah qui partage. C'est Sarah qui... voilà. Tu peux avancer, Sarah. Voilà, donc là, on va faire un point sur la partie filière. Donc on a vu la partie amont production
de Port-Mal entier. Et donc là, voilà, on a fait tout un travail avec un institut technique en transformation de produits, la DIV, des opérateurs économiques adhérents de Fourébio qui avaient aussi fait la partie suivi en élevage pour réfléchir un petit peu voilà, comment on pourrait utiliser des porcs mâles entiers en bio et quelles seraient les conséquences. Alors déjà, un des premiers éléments, il n'y a pas d'abattoirs qui font que du porc bio, il y a des abattoirs qui font du porc conventionnel et il y a des partenariats avec les groupements en bio pour abattre des porcs bio. Donc déjà, le premier élément, c'est-à-dire qu'il faut que les abattoirs mettent en place une démarche des humains dans leurs outils d'abattage pour que ensuite des porcs bio puissent y être abattus et bénéficier de la détection. Donc le premier point est que tous les abattoirs ne font pas la détection de données humains. Voilà, et il y a quelques difficultés techniques qui sont aussi relevées au niveau des abattoirs, donc un travail des viscérations qui peut être un peu plus compliqué. Il y a un traçage spécifique à faire des carcasses et aussi une nouvelle catégorie à prendre en compte. Voilà, sachant que le porc bio, c'est des petits volumes. Donc déjà, de gérer un volume bio, c'est pas toujours très simple. Donc en plus, si on subdivise le lot bio voilà, en différentes catégories, voilà, techniquement, c'est possible, mais voilà, c'est des contraintes importantes à prendre en compte. La page suivante, s'il te plaît. Donc, du côté de la transformation, donc dans les opérateurs en port bio, il y a donc soit les opérateurs vendent des pièces à des industriels pour faire de la transformation, et il y en a quand même pas mal qui ont leur propre outil de transformation pour tout ou partie des porcs qu'ils abattent au sein de leur filière. Donc sur l'aspect économique, donc il y a une conformation qui est différente avec en gros plus d'épaule et un petit peu moins de jambon, donc ce qui donne une valorisation de la carcasse, toutes choses égales par ailleurs, plus faible. La viande est plus maigre, ce qui est plutôt positif, en particulier en bio, où on a tendance à avoir des cochons plus gras. Concernant la commercialisation, donc il y a besoin d'avoir une grosse fiabilité de détection parce que les produits, la charcuterie bio ou la viande bio ayant un coût significativement plus élevé que la viande conventionnelle, voilà, entre guillemets, il y a pas droit à l'erreur au vu du prix pour le consommateur. Il y a encore la majorité des cahiers des charges clients qui spécifient qu'on ne peut pas utiliser de port mal entier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une négociation, une discussion avec le client pour qu'ils acceptent de prendre du port mal entier. Donc, c'est évidemment jamais évident. La location des pièces ne va pas être la même si le mâle est odorant ou pas, ou vis-à-vis d'une femelle aussi, on ne peut pas faire la même chose là-dessus. Voilà, donc sur la partie transfo, donc de la viande de mâle non castrée, c'est pas envisageable non plus sur tous les circuits. Donc typiquement, en viande fraîche, on va éviter pour des questions de qualité de la viande. Donc il y a la traçabilité à mettre en place et une gestion différenciée. Donc il y a un surcoût parce que ça fait plus de temps à passer et des pertes potentielles. Et sur la partie transformation, il y a eu pas mal d'études réalisées notamment par l'IFIP, et on a voilà, toujours en cours qui montrent différents moyens de pouvoir utiliser du porc mâle odorant. Je vais là, mais c'est pas bloqué les diapos, dans les préparations. Donc, à l'échelle d'une filière bio, donc nous, ce qu'on envisagerait s'il fallait développer du porc mâle entier, donc il y aurait 3 catégories de carcasses à gérer, donc avec des caractéristiques et du coup un débouché différent. Donc, femelles et mâles castrés. Rajoute mâles castrés parce que voilà, dans un premier temps, évidemment, hein, c'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure et pas tout d'un coup. Donc, ils ont un TMP plutôt modéré, donc utilisation préférentielle en viande fraîche parce qu'il n'y a pas de risque d'odeur. Et une teneur en gras des pièces qui sera un petit peu plus élevée, donc on reste sur une valorisation classique comme c'est actuellement. Donc, concernant les mâles entiers non odorants, on a vu quand même dans l'étude qu'il y a un certain risque d'avoir des faux négatifs, donc c'est-à-dire des mâles qui sont odorants mais qui ne sont pas identifiés comme tels. Donc pareil, hein, au vu de la valeur des produits bio, il y a un enjeu quand même spécifique à sécuriser cet aspect faux négatif. Donc nous, la proposition, c'est de les gérer de manière intermédiaire, donc en les utilisant
quand même comme des carcasses à risque, modéré, mais à risque quand même. Donc pas d'utilisation en viande fraîche et puis privilégier des produits maison de distribution, mais je vais y revenir. Et donc des mâles anti-odorants, donc soit des classements en conventionnel, mais voilà, encore faut-il, ça les intéresse pas non plus, d'avoir des porcs malodorants. Après, il y a les capacités de dilution qui sont différentes, mais ce serait de diluer l'intégralité de la carcasse. Si on prend ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est très variable selon les élevages, la saison et autres. À la louche, hein, ça fait 5% de mâles anti-odorants, donc ce qui peut permettre de gérer de la dilution sous réserve de pouvoir congeler des pièces à certains moments, parce que en fait, on va aussi dans les suppléments d'élevage, des fois, ça va être plusieurs ports d'un lot qui vont être odorants, et après, aucun port du lot pendant plusieurs mois. Effectivement, donc on a fait un travail pour commencer hein, à évaluer les conditions économiques pour utiliser du port mâle entier, donc notamment en valorisant ou dévalorisant le prix des pièces selon la destination en termes de transformation des différentes pièces de port mâle entier. Donc on peut passer à la suite. Voilà, donc par exemple, une filière avec des porcs non castrés, ça fait grosso modo 50% de femelles à gérer. Et dans des mâles non castrés, 50%. Donc, grosso modo, 5% de mâles odorants et 95% de mâles non odorants. Et voilà, à titre d'info, on a repris les rendements des coûts, des différentes pièces, qui servent après à alimenter le prix, l'équilibre du prix de carcasse. On peut passer à la suivante. Voilà, et donc là, du coup, c'est un peu des propositions d'allocation des pièces selon la catégorie d'animaux. Donc, pour rappel, il faudrait gérer 3 catégories d'animaux. Donc, en vert, c'est valorisation optimale ou classique. Hein, donc, les femelles vertes, le jambon, ça peut être utilisé en jambon cuit ou en jambon sec. Classiquement, en bio, les pôles, on l'utilise en maigre donc pour faire des fabrications, saucisseries, saucissons ou autres. La poitrine, donc lardon ou produit de découpe, poitrine à griller. Et donc la longe aussi, produit de découpe, petite boucherie, rôti côte, éventuellement bacon. Donc les mâles, est-ce que tu peux juste rester sur la diapo précédente? Donc les mâles castrés non odorants, donc ce serait surtout la longe qui serait dégradée en termes de valorisation. Le jambon peut toujours être utilisé en jambon cuit ou sec, plutôt jambon cuit quand même. L'épaule, en fait, ce qu'on propose, c'est de diluer à 50% les mâles non odorants pour sécuriser au cas où il y a des faux négatifs dans le lot. Voilà. Du coup, pour la saucisserie ou autre, on peut très bien mettre 50% de mâles entiers non odorants. La partie poitrine peut être utilisée en lardon fumé, les lardons étant la très grande majorité du débouché de la poitrine en bio, ou en partie pour être utilisée en lardon fumé. Et donc la longe soit en bacon, en mode bacon, donc produit fumé, ou de basculer en maigre pour fabrication. Et donc là, on dévalorise beaucoup la valeur de la longe. Quand je dis maigre, en gros, voilà, c'est démêlé, c'est la viande de porc haché, chair à saucisse. Quoi. Voilà. Et donc, du coup, pour les mâles anti-odorants, donc là, c'est tout rouge sauf l'épaule. Donc, l'épaule serait en maigre pour fabrication, donc il faut diluer avec le 10% ou 20% grand max selon les produits. Mais ça ne valorise pas en tant que tel, comme l'épaule était déjà considérée comme être utilisée en maigre. Voilà, par contre, tout le reste, jambon, poitrine et longe, tout doit être dilué et donc est utilisé en maigre fabrication, ça veut dire voilà, les jambons qui vont servir à faire du saucisson, saucisses de repas, etc. Donc c'est évidemment là où il y a une perte de valeur qui est conséquente. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Voilà, donc là on avait mis en base 100 la baisse de valorisation relative. On prend en base 100 le jambon qui est la pièce la plus importante dans l'équilibre économique d'une carcasse de porc, à la fois par son poids et la valeur économique de la pièce. Voilà, donc un peu même mal castré, vous voyez,
Donc, on est sur la valorisation de base, en bassant par rapport au jambon. Sur le mal castré non odorant, du coup, on dévalorise essentiellement le bacon. Donc, en bassant, on passe de 85,6 à 63,5. Et donc, après, pour le mal odorant, du coup, là, tout est dévalorisé. Donc, par rapport à une base jambon, on est à 63,5%. Alors, j'ai pas remis les chiffres en valeur absolue. À la louche de mémoire, ça fait une baisse de 25-30% de la valeur de la carcasse pour le mâle non castré odorant, donc aux alentours de 5% pour le mâle castré non odorant. À la louche de mémoire, c'était à peu près ça, indépendamment des surcoûts de traçabilité, d'organisation et des contraintes que ça donne évidemment d'avoir à gérer ces différentes catégories de produits. Voilà, sachant que 25% sur une carcasse de porc c'est déjà énorme en fait en termes de dévalorisation. Alors, côté élevage, donc globalement, on a pu observer des performances techniques qui sont correctes, avec un petit élément quand même. Alors, les dispositifs n'ont pas permis de comparer vraiment l'impact sur l'efficacité alimentaire. On a juste eu des retours qualitatifs des producteurs qui disaient bon, pas nécessairement avoir vu de différence marquante. Donc voilà, ce serait quand même un élément à réaliser parce que si ça peut en partie compenser une dévalorisation de la carcasse, c'est intéressant à noter. Voilà, sachant qu'après, en bio, on est techniquement limité pour faire des aliments aussi qui permettent de valoriser le potentiel de croissance supérieur des porcs mâles entiers. Donc, ce n'est pas nécessairement automatique, mais à creuser. Un point de vigilance quand même important sur les comportements agressifs. Il y a quand même beaucoup de producteurs qui ont relevé cette difficulté dans la gestion des animaux. Et donc, notamment, un des points un peu, on va dire, symptomatiques, c'était que quand on prenait la littérature en conventionnel, c'était pas spécialement préconisé de sexer les cases ou pas. Donc, après, on a des cases qui sont plus petites sur quel motif. Enfin, voilà, c'est des systèmes très différents. Et donc, en fait, en bio, les 3 éleveurs, c'était 3 ou 4, je ne sais plus, qui n'avaient pas sexé au début. Enfin, voilà, en tout cas, les éleveurs qui n'avaient pas sexé au début, c'est le premier truc qu'ils ont fait parce qu'en fait, d'un point de vue gestion des comportements, c'était vraiment très, 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 très compliqué à gérer. Et après, en bio, on a des cas souvent qui vont 30-35, il y a des stages de la loi naturelle, donc en fait, l'aspect comportement qu'on n'avait pas forcément, on avait en tête, mais pas fléché non plus outre mesure, ça s'est avéré quand même assez, parfois, assez compliqué. Voilà, donc sur la partie filière, donc ce que je me disais, hein, du côté des opérateurs bio, ben voilà, on est dépendant du développement de la détection dans les abattoirs conventionnels qui ont une activité bio. Donc en fait, on peut imaginer que ça se développe en bio, que ça se développe en parallèle dans les filières conventionnelles partenaires. On a une baisse de la valorisation de la carcasse qui est quand même conséquente, des surcoûts induits par de la complexité de gestion et autres qui doivent être financés dans un cadre, encore une fois, de filière qui est quand même, assez petite. C'est compliqué de continuer de se saucissonner au bout d'un moment. Voilà. Et après, sur l'utilisation des carcasses de mâles odorants, il faut aussi être en mesure de diversifier les utilisations, les recettes, proposer aussi des nouveaux produits aux consommateurs pour diminuer les risques d'odeur. Donc, ça va être aller sur des produits type ceci de Francfort où on peut mélanger la viande, il y a des épices qui peuvent masquer, ça peut être fumé, du papier, etc. Mais voilà, donc il faut aussi un gros travail là-dessus pour être en mesure de valoriser les animaux. Voilà pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Antoine d'avoir co-animé cette session en visio présentiel. Oui, merci pour Bino. On va poser 2-3 petites questions assez rapidement, parce qu'on a un petit peu de retard, mais voilà, on va quand même de prendre 2-3 questions avant de passer à la suite. Donc, n'hésitez pas à vous présenter avant de poser vos questions. Merci. Alors, question courte, dans ce cas, Laurent Robert pour la DRAF. Ma question sera peut-être complètement déconnectée, connaissant pas suffisamment le marché, mais dans cette perspective, pour les solutions de valorisation de ces viandes odorantes, est-ce que l'orientation sur l'alimentation animale, avec croquettes pour chien, pâté pour chien, etc., pourrait être une solution alternative ou c'est complètement
déconnecter de pistes économiquement intéressantes. Alors, on n'y a pas du tout réfléchi. Pour être franc, on était plutôt sur comment on garde le plus de valeur possible au sein de la filière biologique. Mais pourquoi pas, après tout. Je ne sais pas si ça se fait ou pas en conventionnel, mais. Bon, oui. Oui, je sais bien, mais en fait, ce que je disais, c'est que je ne sais pas si c'est déjà une option en conventionnel, ou quelqu'un pourrait regarder comment c'est. Sarah n'avait pas très bien la question. Donc la question, Sarah, c'était de savoir si l'alimentation animale pour animaux de compagnie, chat, chien, pouvait être aussi une piste de débouché pour la viande des porcs non castrés. Je pense qu'il y a plein de pistes à aller creuser potentiellement derrière, hein. Mais comme dit Antoine, ce serait intéressant de voir si jamais c'était fait en conventionnel. Il y a aussi pas mal de... Enfin, apparemment, en conventionnel, dans ceux qui élèvent du porc mâle non castré, les porcs odorants peuvent être aussi exportés. Les carcasses de porcs odorants exportées vers d'autres populations qui sont... En fait, la sensibilité entre les pays n'est pas la même à ces odeurs. Et donc, pour les structures qui ont des marchés européens, ça peut être une solution. Juste une deuxième question, s'il y a. Si t'as pas dans la salle, il y a Swazik. Ouais. Ouais, on a une deuxième question dans la salle et puis après on laissera la parole à Swazik. Anne Desgelin, Fédération régionale des producteurs bio Auvergne-Rhône-Alpes. C'était pas une question, c'était juste pour les présents sur le sommet de l'élevage, pour indiquer que les fiches, les livrables issus du projet Farinelli sont disponibles sur le site ici au sommet de l'élevage. Alors elles sont disponibles sur le site de l'ITAP bien sûr, et en papier si vous voulez venir les prendre sur le site dédié à l'élevage bio dans le hall 1, stand D126. Merci beaucoup de les avoir apportés. Swazik, du coup, est-ce que tu voulais ajouter? Ouais, je voulais juste, si Antoine peut donner ça comme ordre de grandeur, tu as cité une perte en valeur de carcasse de 5% pour un porc mâle non castré non odorant et 25 à 30 quand il est odorant. Est-ce qu'en comparaison d'ordre de grandeur, tu peux donner la perte de valeur d'une carcasse qui est déclassée du bio vers le conventionnel, s'il te plaît? J'ai le chiffre en valeur absolue. Il faut que je prenne 30 secondes avec ma calculette là. Désolé. Mais en gros, un porc déclassé en conventionnel, on est sur 180 € de perte. Si j'essaie de faire. Ouais, non, je fais de tête et je te répondrai. Je vais le faire là, parce que sinon je vais raconter des conneries. Je ne fais plus. Très bien, merci beaucoup à tous les deux.